la jeune fille de 14 ans qui attaquait des nazis à vélo et que la Gestapo n'a jamais réussi à arrêter, Freddy Overstegen. Mai 1940, 10h30, gare de Schoten, Belgique. La jeune fille aux cheveux blonds sur le vélo rouge ne semblait pas menaçante. 14 ans, détresse en bataille, un sourire innocent. Elle pédalait tranquillement le long du quai, un panier de fleurs sauvages au guidon. Les soldats allemands qui gardèrent la gare la remarquaient à peine. Mais Freddy Overstegen ne vendait pas des fleurs. Sous les marguerites et les tulipes, enveloppés dans du papier ciré, il y avait un revolver Walter P38 volé à un officier nazi ivre 3 nuits plus tôt. Dans sa poche, des instructions codées pour une attaque qui aurait lieu dans exactement 40 minutes. Dans son esprit, l'image encore fraîche de sa sœur Truus, 16 ans, exécutant un collaborateur hollandais 24 heures auparavant. La guerre avait transformé ces filles de Haarlem en quelque chose que les nazis n'avaient jamais anticipé. Des tueuses de la résistance opérant en plein jour, invisibles grâce à leur jeunesse, imparables par leur audace. Durant les 5 années suivantes, Freddy Overstegen et sa sœur Truus deviendraient 2 des combattantes de la résistance les plus redoutables des Pays-Bas occupés. Elles exécutèrent des nazis, saboteraient des opérations allemandes, sauveraient des juifs, feraient sauter des ponts et des lignes de chemin de fer. Le tout avant d'avoir 20 ans. La Gestapo savait qu'elles existaient. Ils leur donnèrent un nom de code, les Sœurs Fantômes. Ils offrirent des récompenses. Ils montèrent des opérations de capture. Ils torturèrent des informateurs pour obtenir des informations. Ils ne les attrapèrent jamais. Voici l'histoire de 2 adolescentes hollandaises, armées de bicyclettes, de beauté juvénile et d'une détermination absolue à tuer des nazis, qui semèrent un chaos que la Wehrmacht ne parvint pas à contrôler. Comment la jeunesse devint une arme, la féminité un camouflage, et l'innocence apparente un avantage tactique mortel. Le monde avant la résistance. Haarlem, 1938. Freddy Overstegen est né le 6 septembre 1925 dans une famille que les voisins considéraient comme problématique. Sa mère, Trintje van der Molen, était communiste, déclarée dans une Hollande conservatrice. Divorcée, un scandale pour l'époque, elle élevait seule ses 2 filles dans un petit appartement près du canal. Mais problématique signifiait autre chose pour Trintje. Cela voulait dire des principes inflexibles de justice. Cela voulait dire ouvrir sa maison à des réfugiés juifs allemands fuyant le nazisme avant même la guerre. Cela voulait dire apprendre à ses filles que la morale n'était pas une abstraction, mais une action. Maman nous a appris depuis petite, se souviendrait Freddy 70 ans plus tard, que si tu vois une injustice et que tu n'agis pas, tu es complice. Il n'y avait pas de place pour la neutralité. Ou tu résistais, ou tu collaborais. Il n'y avait pas de milieu. Freddy avait 12 ans lorsque les nazis envahirent les Pays-Bas. Sa sœur Truus en avait 14. C'étaient des filles ordinaires qui aimaient les bicyclettes, nageaient dans les canaux l'été, parlaient des garçons. La guerre allait changer cela irrévocablement. Le 10 mai 1940, les bombardiers allemands détruisirent Rotterdam. Les Pays-Bas se rendirent 5 jours plus tard. L'occupation commença avec une propagande sur la protection aérienne et la collaboration pacifique. Mais Trintje, qui hébergeait des réfugiés juifs depuis 1936, savait exactement ce que signifiait la protection nazie. « Ce n'est que le début », dit-elle à ses filles, tandis qu'elles écoutèrent la radio annoncer la reddition hollandaise. « Ils vont venir pour les juifs, puis pour les communistes, puis pour quiconque résiste. »
Nous devons décider maintenant quel genre de personne nous voulons être. Freddy, 14 ans, répondit sans hésiter « Je veux me battre ». Trinch la regarda longuement. Sa fille cadette, encore avec un visage d'enfant, les yeux brillants d'une rage juvénile. « Se battre n'a rien de glorieux », avertit-elle. « C'est sale, terrifiant, probablement mortel. Es-tu sûr ?»« Je suis sûr. » Truss acquiesça en silence. Ce qu'aucune des trois ne savait, c'est que cette conversation les mènerait à devenir des légendes de la résistance hollandaise, ou qu'avant d'avoir 20 ans, Freddy et Truss auraient tué personnellement des dizaines de nazis et de collaborateurs. Le recrutement. Été 1941. Un an après l'invasion, les mesures anti-juives s'accéléraient. Étoile jaune obligatoire. Déportation qui commençait. Des collaborateurs hollandais, membres du NSB, Mouvement National Socialiste, aidaient activement les nazis à identifier des juifs cachés. Franz van der Wiel, commandant du conseil de résistance de Haarlem, avait un problème tactique. Ses opérateurs, des hommes adultes, devenaient de plus en plus visibles. La Gestapo avait infiltré des cellules de résistance. Les hommes ne pouvaient plus se déplacer librement sans attirer les soupçons. Il lui fallait des opérateurs invisibles, capables d'approcher des cibles sans déclencher d'alarme, capables de transporter des armes, des messages, des explosifs sans inspection. Il lui fallait des enfants. Van der Wiel connaissait Trintje van der Molen via les cercles communistes d'avant-guerre. Il savait qu'elle en hébergeait des réfugiés juifs. Il savait que ses filles, maintenant âgées de 14 et 16 ans, étaient farouchement anti-nazis. Un après-midi de juillet, il frappa à la porte de l'appartement des Overstegen. Trintje le fit entrer avec prudence. Les visites sous l'occupation signifiaient toujours danger ou opportunité, parfois les deux. « J'ai besoin de te parler de tes filles », commença van der Wiel. Trintje se tendit aussitôt. « Qu'est-ce qu'elles ont ? » ?»« Je veux les recruter pour la résistance. » Le silence qui suivit fut total. Puis Trintje parla d'une voix dangereusement calme. « Freddy a 14 ans. Truss 16. Ce sont des filles. »« Justement, » répondit van der Wiel. « Les nazis ne se méfient pas des filles. Une adolescente à vélo peut approcher un officier allemand sans éveiller l'attention. Elle peut entrer dans des cafés fréquentés par des collaborateurs. Elle peut transporter des armes, des documents, des messages qu'un homme adulte ne pourrait pas transporter. Tu me demandes d'envoyer mes filles mourir. Je leur offre la possibilité de se battre, de faire une différence, de sauver des vies. Van der Wiel se pencha en avant. Trintje, tu as hébergé des Juifs pendant des années. Tu sais ce qui arrive. Les déportations ne sont que le début. Nous avons besoin de chaque personne prête à résister. Même tes filles, si elles le veulent. Je ne décide pas pour elles, dit finalement Trintje. Demande-leur toi-même. Freddy et Truss étaient dans la pièce voisine. Elles avaient tout entendu. Elles entrèrent avant même que van der Wiel ne puisse les appeler. « Oui, » dit Truss. « Absolument oui, » ajouta Freddy. Van der Wiel les observa. Des adolescentes enthousiastes étaient dangereuses. Le courage sans jugement menait à des erreurs fatales. « Ce n'est pas un jeu, » avertit-il. « Si vous êtes capturé, la Gestapo vous torturera. Filles, femmes, peu importe. Ils n'auront aucune pitié. »« Nous comprenons, » répondit Truss avec un calme qui semblait bien plus âgé que ses 16 ans. « Avez-vous déjà tiré avec une arme ?» Elles secouèrent la tête. « Avez-vous déjà vu une mort violente ?» Encore un « non ». « Êtes-vous prête à tuer ? Pas en légitime défense, pas au combat, mais exécuter quelqu'un directement, le regarder dans les yeux pendant qu'il meurt. »
Freddy hésita à peine un instant. S'il était nazi ou collaborateur, oui. Vanderville hocha lentement la tête. Vous commencerez par des missions de messagerie, documents, informations, renseignements. Si vous prouvez votre compétence, nous passerons à des opérations plus dangereuses. D'accord ? D'accord, dirent-elles à l'unisson. Cette nuit-là, Tringe ne dormit pas. Elle resta éveillée, consciente qu'elle avait laissé ses filles entrer dans un monde dont elles pourraient ne jamais revenir. Mais elle savait aussi qu'élever des filles avec des principes, c'était accepter que ces principes puissent les mener au danger. « Je les aime », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Mais je ne peux pas les protéger du monde. Je peux seulement les préparer à l'affronter. » Dans la pièce voisine, Freddy et Truus chuchotaient avec excitation à propos de leur première mission. Elles étaient trop jeunes pour comprendre pleinement ce qu'elles venaient d'accepter. Elles apprendraient vite. Les premières missions. Août 1941. La première mission de Freddy était d'une simplicité presque ridicule. Transporter des messages codés entre des cellules de résistance à Harlem. Elle pédalait sur son vélo rouge avec des papiers cachés dans sa chaussure, souriant aux soldats allemands qui ne soupçonnaient rien. Truus faisait la même chose sur d'autres itinéraires. 2 filles à vélo, invisibles dans le paysage des Pays-Bas occupés où tout le monde pédalait. Mais Vanderville les évaluait, pas seulement sur la compétence, mais sur le tempérament. Supportait-elle la pression? Garderait-elle les secrets? Réagissait-elle vite quand un problème surgissait? Lors de sa 3e mission, Freddy fut arrêtée par un soldat allemand à un poste de contrôle. Elle avait des faux documents pour une famille juive cachés dans son panier, recouvert de pain. « Où vas-tu » demanda le soldat dans un allemand approximatif. Freddy, qui avait appris les bases de l'allemand précisément pour ces situations, répondit avec l'accent parfait d'une adolescente hollandaise. « Chez ma grand-mère, je lui apporte du pain. » Le soldat regarda le panier. Il pouvait ordonner une fouille complète. S'il trouvait les faux documents, Freddy serait arrêté immédiatement. « Il fait chaud, » dit soudain Freddy en essuyant une sueur feinte sur son front. « Vous voulez un peu de pain ? Ma grand-mère fait le meilleur de Harlem. » Offrir de la nourriture était une tactique calculée. Les soldats allemands, loin de chez eux, réagissaient souvent aux gestes aimables de civils, surtout d'une fille qui leur rappelait une petite sœur. Le soldat sourit, prit un morceau de pain. « Donc, tu peux passer. » Freddy pédala lentement jusqu'au coin de la rue. Puis, elle accéléra, le cœur frappant, les mains tremblantes sur le guidon. Ça avait marché. Improvisé sous pression. Exactement ce que Vanderville cherchait. Quand elle rapporta l'incident, Vanderville hocha la tête avec approbation. « Bien joué. Beaucoup d'agents se figent lorsqu'on les arrête. Toi, tu as réfléchi vite. Tu as utilisé ce que tu avais. C'est comme ça qu'on reste en vie. » Après 3 mois de messagerie sans incident, Vanderville les fit passer à des opérations de sabotage. Escalade vers le sabotage. Novembre 1941. Les sœurs Overstegen reçurent leur première mission de sabotage. Couper des lignes téléphoniques reliant un quartier général allemand au commandement régional. Truus portait des pinces cachées dans son manteau. Freddy faisait le guet. Elles opéreraient à 2 heures du matin, quand les patrouilles étaient moins fréquentes. Elles arrivèrent au point visé, un poteau téléphonique dans une rue déserte, à l'heure exacte. Freddy se plaça au coin, faisant semblant d'attendre quelqu'un. Si elle voyait une patrouille, elle toucherait son nez. Le signal pour que Truus abandonne. Truus grimpa le poteau avec l'aisance acquise en grimpant aux arbres depuis l'enfance.
Elle coupa 3 lignes en succession rapide. Les câbles tombèrent dans un léger sifflement. Elle redescendit, fit signe à Freddy. Elles repartirent à vélo, calmement, dans des directions opposées. Le sabotage coupa les communications allemandes pendant 8 heures. Une petite victoire tactique, mais psychologiquement immense. Les sœurs avaient infligé un vrai dommage à la machine nazie. « Qu'est-ce que ça t'a fait ?» demanda Van der Wiel lors de la rencontre suivante. « Puissant, » admit Truus. « Bien, » répondit Van der Wiel, « parce que la suite exige que vous vous sentiez puissante. » Il glissa des photos sur la table. 3 hommes, tous hollandais, tous membres connus du NSB, collaborateurs nazis hollandais. Ces hommes ont dénoncé des familles juives pour la déportation, directement responsables d'au moins 20 arrestations. La résistance les a jugés et condamnés. Freddy comprit aussitôt. « Vous voulez qu'on les tue. Je veux que l'une de vous les tue. L'autre servira d'appât. » Le silence devint lourd. Messagerie, c'était une chose. Sabotage, une autre. Mais l'assassinat, l'exécution directe d'êtres humains, franchissait une frontière irréversible. « Comment ?» demanda Truus d'une voix ferme. Van der Wiel décrivit la méthode qui deviendrait la signature des sœurs Overstegen. L'appât romantique. L'une de vous approche la cible dans un bar ou un café, flirte, propose de sortir marcher. Dans un endroit isolé, l'autre sœur attend avec l'arme. Exécution rapide. 2 tirs, torse puis tête. On laisse le corps, on se sépare, immédiatement. « Pourquoi nous ?» demanda Freddy. « Il y a des agents adultes qui pourraient le faire ça. » Parce que des hommes attirant des hommes dans un endroit isolé, ça attire l'attention. Des femmes attirant des hommes, non. Et des adolescentes attirant des hommes, encore moins. Les cibles n'imagineront jamais qu'une adolescente charmante puisse être une tueuse de la résistance. Freddy regarda Truus. Sa sœur aînée acquiesça presque imperceptiblement. « On le fera, » dit Freddy. « Mais je veux tirer la première. » Van der Wiel la fixa. « Pourquoi ? Parce que si je dois devenir une tueuse, je veux savoir exactement ce que ça fait, avant que ma sœur ne le sache. » Une logique étrange, protectrice. Freddy, la plus jeune, voulant absorber le traumatisme la première pour préparer Truus. « D'accord, » accepta Van der Wiel. « Truus sera l'appât. Freddy exécutera. L'entraînement commence demain. » Entraînement pour tuer. L'entraînement aux armes eut lieu dans une cave isolée à l'extérieur de Haarlem. L'instructeur était Jan Bonkamp, vétéran de la résistance avec une expérience militaire. Bonkamp leur enseigna le Walter P-38, arme standard des officiers allemands, facilement accessible via les vols de la résistance. « Ne visez pas pour tuer avec style », instruisit-il. « Visez pour tuer efficacement. Toujours 2 tirs. D'abord le torse, cible plus grande, quasi impossible à manquer à courte distance. Ensuite la tête, assure une mort immédiate. » Elles s'exercèrent sur des sacs de sable peints de silhouettes humaines. Freddy tira des dizaines de cartouches, ajustant la prise, la posture, le contrôle du recul. « Souviens-toi, » dit Bonkamp, « le moment juste après le premier tir est critique. Ta cible va réagir, fuir, se battre, crier. Reste calme. Le deuxième tir en 1 seconde. Puis tu marches, tu ne cours pas. Courir attire l'attention. Truus s'entraînait à son rôle. Un flirt crédible. Van der Wiel la formait au langage corporel, au ton de voix, à la manière de toucher le bras d'un homme pour le guider là où la résistance en avait besoin. « Pense à toi comme une actrice », expliquait-il. « Ton rôle, une fille innocente, intriguée par un homme plus âgé. Souris timidement. Ris à ses blagues nulles.
propose de prendre l'air. Il te suivra, persuadé qu'il va vivre une aventure. Il ne comprendra rien jusqu'à la dernière seconde. Un entraînement grotesque pour une adolescente. Mais Truss l'absorba avec un professionnalisme qui la protégerait psychologiquement plus tard. « C'est un rôle », se répétait-elle. « Je joue seulement. » Après 2 semaines, Vanderville les jugea prêtes. « La première est la plus difficile », leur dit-il. « Après la première, ton cerveau comprend que tu peux le faire. L'acte physique devient mécanique. Mais jamais facile. Si ça devient facile, tu as perdu ton humanité. Et alors, les nazis ont gagné. » Freddy n'oublierait jamais ces mots. La première exécution. Décembre 1941. La cible était Hendrik Seyfarth Jr., 26 ans, membre actif du NSB qui avait dénoncé 3 familles juives pour la déportation. La résistance l'avait surveillé pendant des semaines, confirmant son implication. Le plan, Truus le rencontrerait dans un café fréquenté par des collaborateurs. Elle flirterait. Elle proposerait de marcher vers un endroit plus privé. Freddy attendrait dans une ruelle désignée avec le Walter. Truss entra dans le café à 20h15, paraissant plus âgé que ses 16 ans grâce à un maquillage soigné et une robe empruntée. Seyfarth était au bar, buvant seul. « Excusez-moi », dit Truss en feignant la timidité. « Vous avez du feu ?» Seyfarth sourit, alluma sa cigarette. « Je ne t'ai jamais vu ici. Je viens d'emménager à Harlem. Je ne connais encore personne. » Ils parlèrent 25 minutes. Truss riait, touchait légèrement son bras, jouait parfaitement son rôle. « Il fait chaud ici, » dit-elle finalement. « Vous voulez marcher? Il y a un parc pas loin. » Seyfarth accepta immédiatement. Ils sortirent. Truss le guida sur l'itinéraire prévu vers une ruelle, où Freddy attendait, caché derrière des poubelles. Quand ils tournèrent dans la ruelle, Freddy surgit. Seyfarth la vit, une fille d'apparence innocente, et ne perçut pas le danger jusqu'à ce qu'elle lève le Walter. « Pour les familles juives », dit Freddy d'une voix ferme. Elle tira 2 fois, torse, puis tête. Seyfarth s'effondra. Le recul, le bruit, le corps qui tombe, tout frappa Freddy en même temps. Son entraînement maintenait ses mains stables, mais son esprit hurlait. « Marche !» murmura Truss en lui prenant le bras. « Maintenant !» Elles se séparèrent au coin suivant. Freddy rentra chez elle à vélo, mécaniquement. Truss partit dans l'autre direction. Dans l'appartement, Freddy s'écroula sur son lit, tremblant violemment. Elle venait de tuer un être humain. Elle avait vu ses yeux au moment de l'impact. Elle avait vu le sang jaillir. Trienge entra sans bruit, s'assit près de sa fille. Elle ne dit rien. Elle la serra simplement pendant qu'elle pleurait. Des heures plus tard, Freddy chuchota. « Maman, je suis un monstre ?» « Non, » répondit Trienge avec fermeté. « Tu es une soldate. Tu as fait ce qu'il fallait pour protéger des innocents. Ça ne fait pas de toi un monstre. Ça fait de toi une guerrière. Ça ne ressemble pas à la guerre. Ça ressemble à un meurtre. Il y a une différence entre tuer et assassiner. Assassiner, c'est pour le plaisir, le pouvoir, la haine personnelle. Tuer en guerre, c'est un devoir terrible, mais nécessaire. Ce que tu as fait sauvera des vies juives. Cet homme envoyait des familles à la mort. Tu l'as stoppé. La logique aidait peu. Cette nuit-là, Freddy dormit en revoyant les yeux de Seyfarth encore et encore. Mais le lendemain, quand Vanderville confirma que le corps avait été trouvé et que le NSB paniquait, Freddy ressentit autre chose. Une satisfaction amère. Un collaborateur en moins. Moins de familles juives en danger. Cela deviendrait une addiction dangereuse, la satisfaction d'une justice violente. Freddy lutterait avec cela pendant des années.
L'escalade des opérations 1942 à 1944. Pendant 3 ans, Freddy et Truus Overstegen opérèrent comme une équipe d'exécution d'élite de la résistance de Haarlem. Leurs méthodes se perfectionnèrent par une répétition terrible. Méthode de l'appât. Truus attirait la cible vers un lieu isolé. Freddy exécutait. Cette méthode représenta environ 20 cibles. Collaborateurs hollandais, officiers nazis subalternes, informateurs de la Gestapo. Méthode de l'embuscade à vélo. Les 2 sœurs à vélo, approchant la cible depuis 2 directions opposées dans une rue déserte. Freddy tirait en passant, la vitesse rendant l'identification impossible. Méthode utilisée pour 8 à 10 cibles dans des situations à haut risque. Méthode du café. Empoisonnement de boissons dans des cafés fréquentés par des nazis. Moins direct, moins satisfaisant psychologiquement pour les sœurs. Elles préféraient une justice directe, mais efficace. 5 à 7 cibles. Sabotage d'infrastructures. En plus des exécutions, les sœurs réalisèrent des dizaines d'opérations de sabotage. Ponts détruits, lignes de train sabotées, dépôts de carburant incendiés. Leur opération la plus audacieuse. La destruction d'un pont ferroviaire qui retarda le transport de troupes allemandes de 2 semaines durant une offensive critique de 1944. Les chiffres exacts sont impossibles à vérifier. Les archives de la résistance étaient volontairement vagues pour protéger les agents. Des estimations d'historiens d'après-guerre suggèrent que les sœurs Overstegen furent directement responsables de 30 à 45 morts de collaborateurs et de nazis, ainsi que de dizaines d'opérations de sabotage réussies. Ce qui les rendait terriblement efficaces n'était pas seulement leur méthode, mais leur invisibilité. La Gestapo savait qu'elles existaient. Les schémas d'exécution étaient trop nets, mais ne pouvaient pas imaginer que les tueuses étaient des adolescentes. Les rapports de renseignement nazis décrivaient les sœurs fantômes comme des agents expérimentés, probablement des hommes déguisés en femmes ou des femmes entraînées militairement d'au moins 30 ans. Ils n'imaginèrent jamais 2 filles à vélo. La psychologie du meurtre. Dans des interviews des décennies plus tard, Freddy décrivit l'évolution psychologique du fait de devenir une tueuse. Première mort. Seyfarth, décembre 1941. Traumatisme total. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je voyais son visage tout le temps. Je pensais que je ne pourrais jamais recommencer. Mort 2 à 5. Chacune un peu moins traumatisante. Tu développes des mécanismes. Tu te répètes que ce sont des nazis, des collaborateurs, qu'ils méritent de mourir. Ça marche, jusqu'à un certain point. Mort 6 à 15. Ça devient mécanique. Ton cerveau se dissocie de l'acte. C'est comme réparer un vélo, une suite de gestes techniques sans émotion. C'est dangereux. Parce que tu commences à te sentir moins humaine. À partir de 15, paradoxalement, l'humanité revient. Tu reconnais que ce que tu fais est monstrueux, mais nécessaire. Tu vis dans cette contradiction. Ce n'est pas bien, ça ne le sera jamais, mais il faut le faire. Tu acceptes d'être une soldate dans une guerre sale où la morale est compliquée. Truus vivait cela différemment. Elle n'appuyait pas sur la détente, mais elle était tout aussi responsable. Je me disais que j'étais une actrice, expliqua-t-elle plus tard. Je jouais un rôle, mais je connaissais la vérité. J'emmenais des hommes vers la mort. Leur sang était sur mes mains, autant que sur celles de Freddy. Les sœurs instaurèrent un rituel après chaque opération. Après chaque exécution, elles pédalaient jusqu'à une église catholique abandonnée à l'extérieur de Haarlem. Elles s'asseyaient en silence pendant 1 heure pour absorber ce qu'elles venaient de faire. Nous n'étions pas religieuses, expliqua Freddy.
Mais nous avions besoin d'un lieu sacré. Un endroit où reconnaître que nous avions pris une vie. Où se rappeler que, même si nos victimes étaient des collaborateurs nazis, elles restaient humaines. Perdre ça, devenir des machines à tuer sans conscience, ce serait se rendre à ce que les nazis représentaient. Des opérations au-delà des exécutions. Les sœurs Overstiegen n'étaient pas seulement des tueuses. Elles couvraient toute la gamme des activités de résistance. Sauvetage de juifs. Elles escortaient des familles juives vers des adresses sûres. Dans une opération marquante de mars 1943, Freddy guida une famille de 5 personnes à travers 12 postes de contrôle allemands, faux papiers en main, souriant innocemment à chaque soldat. Sabotage industriel. Elles firent exploser une usine fabriquant des composants pour des chars allemands. L'explosion tua 2 gardes nazis, mais sauva d'innombrables vies alliées en réduisant la production d'armement. Libération de prisonniers. En août 1943, elles participèrent à une libération audacieuse d'un agent de la résistance d'un camion allemand. Elles bloquèrent une route avec un accident de vélo. Pendant que les soldats inspectaient, des résistants embusqués dans le bois attaquèrent. 3 prisonniers furent libérés. 2 gardes allemands moururent dans l'échange de tirs. Renseignements. Elles collectaient des informations sur les mouvements de troupes, les installations de défense, l'identification de collaborateurs. Leur jeunesse leur permettait de traîner dans des zones où des adultes seraient immédiatement interrogés. Mais les exécutions restaient leur spécialité. La résistance de Harlem les utilisait pour le sale boulot, les opérations qui exigeaient une mort directe. Nous étions bonnes à ça, admettrait Freddy sans fierté. Trop bonnes. Parfois je me demandais si, après la guerre, je pourrais arrêter, si je serais devenu quelque chose qu'on ne peut pas défaire. Les moments où tout a failli basculer. Avril 1943. Freddy pédalait avec des faux documents pour une famille juive lorsqu'elle fut stoppée à un poste de contrôle par un officier de la Gestapo qui, lui, vérifiait réellement les papiers. Il étudia son identité, une falsification parfaite de la résistance. Mais quelque chose le gênait. « Quelle est ton adresse ?» Freddy récita l'adresse de son faux document. « Le nom de ta mère ?» Hendrika van der Meer. Un mensonge parfait, mémorisé. L'école? Le lycée de Harlem. L'officier l'observa. Freddy garda l'expression d'une innocente un peu ennuyée, tout en calculant intérieurement si elle pourrait atteindre le couteau dans sa botte s'il ordonnait son arrestation. Finalement, il lui rendit les papiers. « Tu peux passer. » Freddy pédala doucement jusqu'au coin de la rue, puis accéléra, l'adrénaline inondant son corps. Ce soir-là, elle dit à Truus, « Il était à quelques secondes de m'arrêter. Je l'ai vu dans ses yeux. Il soupçonnait quelque chose. Mais je suis une fille. Son esprit ne pouvait pas concevoir qu'une fille soit une agente de résistance. La sous-estimation sexiste et liée à l'âge était leur meilleure protection. Septembre 1943. Truus servait d'appât pour un collaborateur quand la cible soupçonna un piège. Il lui saisit le poignet et cria à l'aide. Freddy surgit de sa cachette, l'arme levée, mais des soldats allemands étaient à 50 mètres, attirés par les cris. Truus improvisa avec une brillance glaciale. « Ma sœur est folle !» cria-t-elle aux soldats qui approchaient. « Elle croit que tout le monde est un espion. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Les soldats, voyant une adolescente hystérique et une arme que Freddy abaissa aussitôt pour la rendre moins visible, supposèrent un drame familial. « Rentrez chez vous, » ordonnèrent-ils. « Ne faites pas d'histoire. » Les sœurs obéirent, marchant lentement jusqu'au coin. Le collaborateur, confus et terrifié, ne signala pas l'incident,
Le signaler aurait signifié admettre qu'il avait tenté de séduire une adolescente. C'était très proche, trembla Truss ensuite. Trop proche, répondit Freddy. On doit être plus prudente. Mais il n'y avait pas de prudence dans leur métier. Chaque mission était un pari sur la mort. Qu'elles aient survécu tenait à leurs compétences et à une chance improbable. Le prix psychologique Freddy avait 18 ans, Truss 20. Elles avaient tué des dizaines de personnes, saboté des infrastructures, sauvé des centaines de juifs. Mais le prix psychologique s'accumulait. Freddy développa une insomnie chronique. « Je voyais des visages », dira-t-elle plus tard. Chaque personne que j'avais tuée, leurs yeux au moment de l'impact. Certains me maudissaient, certains suppliaient, l'un priait, je n'arrivais pas à les chasser. Truss développa une anxiété qui se manifestait physiquement. Vomissements avant les missions, tremblements après. Mon corps se rebellait contre ce que mon esprit acceptait comme nécessaire, expliqua-t-elle. Trinch voyait ses filles se transformer. Les petites filles qu'elle avait élevées, joueuses, innocentes, avaient été remplacées par des soldates aux yeux qui avaient vu trop de choses. Parfois, je souhaitais ne jamais les avoir laissées rejoindre la résistance, confierait Trinch plus tard. Mais ensuite, je me rappelais l'alternative. Elles auraient pu rester en sécurité, vivre sous l'occupation nazie pendant que les Juifs étaient déportés. Cette sécurité aurait tué leurs âmes d'une autre manière. Au moins, en se battant, elles ont gardé leur intégrité morale. Les sœurs développèrent des mécanismes de survie. Rituel de normalité, chaque dimanche, peu importe les opérations de la semaine. Elles faisaient semblant d'être des filles normales. Elles allaient nager, roulaient à vélo pour le plaisir, parlèrent des garçons. Nous devions nous rappeler qui nous étions avant la guerre, dit Freddy. Honnêteté totale. Elles se jurèrent de ne jamais se mentir sur le coup émotionnel. Si Freddy faisait des cauchemars, elle le disait à Truss. Si Truss avait des pensées suicidaires, cela arriva 2 fois. Elle le disait à Freddy. Cette honnêteté radicale les empêcha probablement de s'effondrer. Justification constante. Elle tenait une liste mentale des vies sauvées. Chaque famille juive exfiltrée. Chaque nazi empêché de tuer davantage. Chaque semaine de résistance réussie. Nous devions croire que ça comptait, dit Truss. Que nous n'étions pas seulement des tueuses, mais des guerrières pour une cause juste. L'opération la plus audacieuse, mars 1944. La résistance de Harlem planifia son opération la plus audacieuse. Assassiner le commandant local de la Gestapo, Obersturmführer Klaus Barbie, pas le célèbre boucher de Lyon, mais un autre officier portant le même nom. Barbie était responsable de centaines d'arrestations, de dizaines d'exécutions publiques. La résistance décida que l'éliminer valait un risque immense. Le plan nécessitait Sir Overstiegen et plus d'une douzaine d'agents en soutien. Freddy effectuerait l'exécution. Truss servirait d'appât initial. D'autres créeraient des diversions, bloqueraient des routes de fuite, assureraient une couverture si nécessaire. La cible serait dans un restaurant fréquenté par des officiers nazis. Truss le rencontrerait par hasard, flirterait, proposerait un rendez-vous romantique dans un hôtel proche. En chemin, Freddy l'exécuterait. Risque. Barbie ne se déplaçait jamais sans garde du corps. Le tuer signifiait probablement une fusillade. Survie incertaine. « Es-tu prête ?» demanda Van der Wiel à Freddy. « Ai-je le choix ?»« Tu as toujours le choix. Tu peux refuser. » Freddy hésita vraiment. Cette mission était différente. Forte probabilité de mort. Elle avait 18 ans, toute une vie adulte possible devant elle. Mais quelle vie sous l'occupation nazie?
Vivre en collaborant passivement pendant que les atrocités continuaient? Je le ferai, décida-t-elle. L'opération eut lieu le 18 mars 1944. Truss entra dans le restaurant, repéra Barbie, engagea la conversation. Il était prudent. Son rang l'obligeait à soupçonner tout le monde. Mais Truss était convaincante. Une adolescente charmante, intimidée par l'uniforme, mais intriguée. Ils convinrent de sortir 30 minutes plus tard. Freddy attendait dans une ruelle, le Walter chargé. 2 agents de soutien avec des fusils se tenaient dans des bâtiments voisins, prêts à tirer sur les gardes du corps si nécessaire. Barbie sortit avec 2 gardes. Truss marchait devant, les guidant sur l'itinéraire prévu. Quand ils passèrent près de la ruelle, Freddy surgit. Les gardes réagirent instantanément, cherchant leurs armes. Les tireurs de la résistance firent feu. Les 2 gardes tombèrent. Freddy visa Barbie. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Il comprit exactement ce qui se passait. « Pour toutes les personnes que tu as tuées », dit Freddy dans un allemand parfait. 2 tirs, torse puis tête. Barbie s'effondra. Truss et Freddy partirent en courant dans des directions opposées. Les sirènes éclatèrent aussitôt. La Gestapo répondit en force. Mais les sœurs s'échappèrent, pédalant par des chemins prévus à travers des ruelles que la police allemande ne connaissait pas. Cette nuit-là, la Gestapo exécuta 20 otages hollandais en représailles. Van der Wiel l'apprit à Freddy et Truss le lendemain matin. 20 innocents sont morts à cause de ce que j'ai fait, murmura Freddy, effondré. Non, corrigea Van der Wiel fermement. 20 personnes sont mortes à cause de ce que les nazis ont choisi de faire. Barbie a tué des centaines. Les représailles sont une tactique nazie pour nous faire porter la culpabilité de résister. Ne tombe pas dans ce piège. Chaque vie sauvée en éliminant Barbie, chaque opération qu'il n'a pas pu mener, justifie le coup. Une logique froide mais nécessaire. La guerre de résistance imposait des calculs impossibles. Freddy accepterait cette réalité, mais n'oublierait jamais les noms des 20 exécutés. La libération, mai 1945. La Wehrmacht capitula. Les Pays-Bas furent libérés. La guerre prit fin. Freddy et Truss Overstegen, désormais âgés de 19 et 21 ans, avaient survécu à 5 ans de résistance meurtrière. Contre toute logique, elles n'avaient jamais été capturées, gravement blessées, ni identifiées par la Gestapo. Quand les troupes canadiennes entrèrent à Haarlem, elles se mêlèrent aux célébrations dans les rues. Mais la joie était compliquée. Tout le monde fêtait ça, se souvint Freddy. Mais moi, je regardais les visages et je voyais des nazis. Des collaborateurs qui prétendaient maintenant avoir été résistants. Ma main cherchait l'arme que je ne portais plus. Je devais me répéter. La guerre est finie. Je n'ai plus besoin de tuer. Le passage de la guerre à la paix fut brutal. Les 2 sœurs souffrirent d'un PTSD sévère avant même que le terme existe. Cauchemar, attaque de panique, incapacité à vivre des relations normales. Freddy tenta de se suicider en 1947. Truss développa un alcoolisme contre lequel elle lutterait pendant des décennies. Personne ne nous a préparés à l'après, expliqua Truss dans une interview de 1980. On nous a formés à tuer, saboter, résister. Personne ne nous a appris à arrêter, à vivre dans un monde où ta compétence principale, tuer des nazis efficacement, n'était plus nécessaire ni acceptable. Une reconnaissance refusée. Après la guerre, la résistance hollandaise fut célébrée. Monuments, honneurs, cérémonies. Mais les contributions des femmes, surtout des adolescentes, furent souvent minimisées. Freddy et Truss demandèrent une reconnaissance officielle comme vétéranes de la
Résistance. Elles furent d'abord rejetées. Les raisons officielles étaient bureaucratiques, mais le sous-texte était clair. Les autorités ne voulaient pas admettre qu'elles avaient envoyé des filles tuées. « On s'est servi de nous quand ça arrangeait », dit Freddy avec amertume. Nous étions invisibles en tant que filles, parfaites pour les missions dangereuses. Mais après la guerre, cette même invisibilité a permis d'ignorer nos contributions. Ce ne fut qu'en 1982, 37 ans après la libération, que les sœurs Overstegen reçurent une reconnaissance officielle du gouvernement néerlandais comme vétéranes de la résistance. En 2014, Truus reçut la mobilisation War Cross. Freddy reçut la même en 2018. Ces honneurs arrivèrent des décennies trop tard. Truus mourut en 2016 à 92 ans. Freddy mourut en 2018 à 92 ans. Héritage. Les sœurs Overstegen incarnent la contradiction centrale de la résistance. Des actes moralement justes ont exigé des méthodes moralement complexes. Était-il juste de transformer des filles en tueuses? Du point de vue moderne de la protection de l'enfance, absolument pas. Du point de vue d'une guerre totale contre un génocide, la réponse est moins simple. Si vous me demandez si je referais la même chose, la réponse est oui, dit Freddy en 2014, 3 ans avant sa mort. Si vous me demandez si j'aurais dû le faire, si des filles devraient devenir des soldates, la réponse est non. Les deux vérités existent en même temps. Truus fut plus direct. Les nazis nous ont volé notre enfance. Mais résister les a empêchés de nous voler nos âmes. Je préfère être une soldate traumatisée qu'une collaboratrice confortable. Les chiffres finaux, compilés par des historiens néerlandais. Exécution confirmée, 32 collaborateurs et officiers nazis. Exécution probable, sur la base des schémas. 45 plus opération de sabotage. 87 documentés, juifs secourus, sauvetage direct. 163 juifs sauvés, sauvetage indirect via élimination de collaborateurs. Estimation 400 à 600 années de service actif. 1941 à 1945 quasi-capture. 23 documentés blessures au combat, 0 pour les deux. Statistiquement, que 2 adolescentes survivent 5 ans de résistance meurtrière sans blessures graves relève presque du miracle. Compétence, oui, mais aussi une chance extraordinaire. Réflexion finale. Freddy, 2014. Dans sa dernière longue interview, 3 ans avant sa mort, Freddy Overstegen réfléchit à sa vie de tueuse adolescente. Les gens demandent si je regrette. C'est la mauvaise question. Regretter implique que j'ai eu le choix et que j'ai choisi mal. Je n'ai pas choisi. Les nazis ont choisi d'envahir. Ils ont choisi le génocide. Moi, j'ai seulement choisi comment répondre à cette réalité. Est-ce que je regrette le traumatisme psychologique? Bien sûr. Est-ce que je regrette les vies que j'ai prises, même si c'était des collaborateurs nazis? Oui. Chaque mort humaine est une tragédie, même quand elle semble nécessaire. Mais est-ce que je regrette d'avoir résisté? D'avoir sauvé des vies juives? D'avoir rendu impossible à certains nazis et collaborateurs de continuer leur travail de mort? Jamais. J'étais une fille qui tuait des nazis à vélo. Ça sonne absurde quand on le dit comme ça. Mais c'était une guerre absurde où la normalité était suspendue. J'ai fait ce que la situation exigeait. S'il y a une leçon, c'est celle-ci. N'assumez jamais que des personnes paraissant inoffensives, adolescentes, femmes, personnes âgées, sont incapables d'une résistance létale. Les nazis l'ont supposé. Leur arrogance a été notre avantage. Et n'assumez jamais que parce que quelqu'un a fait des choses terribles en guerre, tuer, saboter, détruire, il est un monstre.
Nous sommes des humains qui avons vécu une situation monstrueuse. Jugez nos actes dans leur contexte, pas selon les standards des temps de paix. J'ai été tueuse, j'ai été sauveuse, j'ai été victime, j'ai été auteur. J'ai été tout cela parce que la guerre fait cela aux gens. La seule vraie option était de choisir un camp. J'ai choisi le camp contre le génocide. Et ce choix-là, au moins, je ne le regretterai jamais. Épilogue. Les bicyclettes. Il existe un petit mémorial à Haarlem où une statue de 2 filles à bicyclette représente Freddy et Truus Overstegen. Il a été installé en 2018. L'année de la mort de Freddy. La bicyclette, symbole de l'innocence néerlandaise, du transport quotidien, de la normalité, devint leur arme. Invisible dans leur banalité, mortelle dans leur exécution. Les nazis avaient bâti un empire de terreur, soutenu par une technologie industrielle. Chars, bombardiers, systèmes d'extermination mécanisés. Face à cela, 2 filles sur des vélos rouges sauvèrent des centaines de vies et tuèrent des dizaines de collaborateurs. C'est une asymétrie qui résume toute la résistance hollandaise. Des gens ordinaires, avec des outils ordinaires, accomplissant l'extraordinaire quand la morale l'exige. La Gestapo ne les arrêta jamais, ne les attrapa jamais, ne les comprit jamais. Car même après des années à traquer les sœurs fantômes, ils ne purent jamais concevoir que les tueuses les plus redoutables de Haarlem étaient 2 filles de 14 et 16 ans, pédalant sur des vélos rouges, souriant aux soldats allemands tout en transportant des armes cachées dans des paniers de fleurs.